Selon le classement annuel de Reporters sans frontières. Et puisqu'on parlait environnement, cet après-midi, la Cour suprême du Népal a ordonné aux autorités de limiter le nombre des permis délivrés pour l'ascension de l'Everest et d'autres sommets de la chaîne de l'Himalaya. 478 permis ont été accordés l'année dernière. Un record, 18h09 ici à Paris. C'est la fin de cette édition. Émission spéciale, Olivier Pron. Rejoignez-nous sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris pour la journée de l'Europe. Le sport passionne et fait bouger les Européens. Nous irons ensemble à la rencontre de 4 grands champions. L'ex-footballeuse internationale Laura Georges, l'ancienne escrimeuse Sarah Danint, le champion paralympique de triathlon Alexis Anquincan et Riyad Salem en route lui pour ses 6e Jeux paralympiques. Rendez-vous ce samedi 21h10 temps universel sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre, d'être fidèles au Café des Sports de chaque semaine, que vous nous écoutiez à travers la radio, à travers Internet et Facebook Live, que vous nous suiviez aussi sur France 24 ou sur la chaîne YouTube. Un Café des Sports qui survient à l'issue d'une incroyable semaine européenne sur les terrains de football du continent. Il s'est passé plein de choses et je suis sûre que ça va inspirer nos invités. Bonjour Rémi. Oui, bonjour. Monsieur Rémi Ngono. Ah oui. L'invincible Rémi Ngono face au loser. Ah, l'éternel loser. Les hostilités commencent. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie. Tu vois, Rémi Ngono est supporter du Bayer Leverkusen maintenant. C'est nouveau. Eh ben, il devrait. C'est nouveau. Il était supporter du Barça, il est devenu supporter de Manchester City. Après, maintenant, il est supporter du Bayern. Faut changer de cheval, hein, Rémi, quand il y en a un qui fonctionne pas, c'est pas très grave. Bonjour Marc Libois. Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Je suis bien entouré, je vois que ça part bien. Ça part bien. Ils sont chauds les deux. Et puis, pour ce qui est de votre semaine européenne, c'est pas mal. Oui, pour l'instant, tout va bien. Ça a bien démarré. Frédéric Suto, bonjour. Bonjour Annie. Ça réagit bonjour déjà sur... Oui, c'est parti, les premiers coucous, les premiers bonjours. Allez au hasard. Ezediri, très bonne émission à vous depuis Ouagadougou, nous dit-il. Et puis Christophe Botta, bon Café des Sports. Alors lui, il nous dit pas je vous aime, il dit je vous kiffe depuis le Togo. Bon, et c'est héroïque de nous suivre depuis Ouagadougou. Merci beaucoup. Alors, dans les débats du jour, nous évoquerons les Marseillais au rendez-vous, donc dans les tribunes enflammées du Vélodrome comme sur leur pelouse. L'OM a su résister et réagir face à l'Atalanta, notamment grâce au grand Chancel Mbemba. Et les portes de la finale restent ouvertes aux Olympiens. Rendez-vous à Bergame. Quelle finale de Ligue des Champions aurons-nous donc à Wembley dans un petit mois ? Géant de la compétition, le Real Madrid va-t-il avaler l'ogre bavarois du Bayern à Bernabeu au match retour ? Battu à Dortmund, le PSG saura-t-il, lui, être magique pour se qualifier aux dépens de l'impressionnant Borussia ? Paris qui devra faire sans son défenseur central désormais. Lucas Hernandez, maudit et mis à genoux une fois encore pour blessure. Le champion du monde privé du dernier mondial sera aussi privé d'Euro. On en est bien triste pour lui. Vos cartons et les nôtres, bien sûr, dans cette émission. Et puis votre avis aussi, chers votants de notre jury, sur le prix Marc-Vivien Foé et son trio de finalistes. Au générique de cette émission, Sarah Loubacouche m'a aidé à préparer l'émission avec Mathieu De Gueldre. À la réalisation vidéo, il y a Swel Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Grosse ambiance. Ah, ce soir, le public, ça va être le 12e même. Je dis merci à nos supporters parce qu'aujourd'hui, on a vu encore Vélodrome vibrer. Tout est possible. On va partir dans la pierre. Il n'y a
pas que boulot-palais dans la vie de ce cher Chancel Mbemba, pris Marc-Vivien Fouet l'an passé. Il les a entendus hier soir, ces virages qui se répondaient et qui ajoutaient à l'ambiance d'un stade Vélodrome incandescent pour la demi-finale européenne OM Atalanta Bergame. Ils ont fasciné d'ailleurs tous ceux qui découvraient cette ambiance et quand même fasciné des Italiens, c'est pas mal. La presse transalpine ce matin racontait la DA, le surnom de l'Atalanta, la DA qui a dû faire face à l'effet Vélodrome unique en Europe. Cette Atalanta sortie indemne de l'enfer acoustique du Vélodrome. Ce Vélodrome, un conteneur de bruit décomposé, un incroyable grondement qui ne s'arrête jamais. Enfin, la Gazzetta dello Sport, le nul dans le volcan du Vélodrome vaut de l'or. Comme quoi, ils ont bien pris le pouls de cette ambiance hier soir, les observateurs italiens, et sans doute tous les Italiens, puisqu'ils attendront l'OM. L'OM qui n'était pas favori, il faut le dire, sur ce match aller-retour. En théorie, et c'est ce qui est bien, la théorie, c'est pas toujours la pratique. Elle a résisté. Et les chances d'une 6e finale européenne pour le club restent ouvertes. Oui, ça reste ouvert. Après, sur le papier, clairement, quand on voit l'Atalanta, cette saison, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont battu, ils ont sorti Liverpool avec un match retentissant où on a découvert l'Atalanta qui gagne 3-0 à Liverpool, ils perdent 1-0 chez eux. Mais peut-être qu'il y a eu un petit peu trop de respect pour moi sur les premières 20-25 minutes des Marseillais. Parce que c'est vrai que... Mais on avait un peu la même chose par rapport à Benfica, où moi-même, je vous ai dit, attention, le match aller, il faut essayer de ne pas prendre une gifle. Et c'est le cas, puisque Aubameyang a mis ce but qui a fait la différence. Et là, je pense que... Alors, on a eu les commentaires, on les a regardés dans les yeux, on a fait la différence. Mais c'est trop peu, parce que la presse italienne l'a dit, c'est incandescent. Oui, mais le problème, c'est que le retour... il est là-bas. Et là-bas, ça sera un autre contexte, une autre ambiance. Alors certes, il y a quelques Marseillais qui vont aller, mais il n'y aura pas cette euphorie. Et je regrette vraiment qu'il n'ait pas pu marquer ce 2e et 3e but qui aurait été exceptionnel et qui aurait été mérité. Parce que je pense que pendant 1 heure, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils pouvaient faire la différence. Et c'est peut-être là le manque d'expérience de certains joueurs. Parce que le fin du match, on ressemblait effectivement pas. C'est une déception. C'est une déception. Mais si avant la rencontre, on dit il y a un partout, on va dire putain, on serait content. Mais à l'arrivée, 25 minutes, ils sont pas très bons. Puis la machine se met en route. Le stade commence à réagir parce qu'il se passe quelque chose. Et à l'arrivée, sur la seconde période, il doit y avoir 1 ou 2 buts de plus. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et les regrets, ils sont là. Maintenant, il y aura un retour. Ils sont capables de le faire. Mais le contexte Vélodrome, pas Vélodrome, ça change tout. Marc, parlez-nous un peu de cette ambiance. Vous l'avez connue, celle des grands soirs. On dit que les tribunes tremblaient. Alors vous, c'était pas ce Vélodrome-là, puisque depuis, il a été transformé. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui impressionne alors qu'on le raconte et qu'en Italie ou d'autres stades, on imagine que c'est très fort. C'est une communion. J'ai évolué en Angleterre, en Écosse, où il y a de très grands stades. En Écosse, Celtic, Rangers. Mais... le Vélodrome, déjà, il n'y a pas de tribune. Il y a 2 tribunes qui fonctionnent, mais tout le monde. C'est-à-dire que celui qui a payé sa place 300 balles, il va chanter avec celui qui l'a payé 5 € au quart de virage sud, au quart de virage nord. C'est tout le stade qui va se lever. Et quand ils chantent leur fameuse chanson, c'est tout le stade qui se lève. Et souvent, on est à la presse. Certains journalistes très chauvins se lèvent aussi pour essayer de chanter. Donc, c'est une ambiance. Et vu le stade comme il est configuré aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Mais ce n'est pas qu'un côté. J'aime beaucoup Lens, j'aime beaucoup Saint-Étienne, mais c'est des coins qui chantent des lieux. Là, c'est tout le monde à l'unisson. Et c'est ce qui fait la force de Marseille et qui peut vous perturber la première fois quand vous repénétrez dans ce stade. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Et Marc, vous voyez derrière vous, pour ceux qui nous regardent, il y a aussi des supporters de l'OM à Tokyo. Et dans plusieurs coins de Tokyo, eh bien, ils étaient là, ces supporters, pour chanter « Allez l'OM ». Ce qui est fou, c'est qu'il y en a dans le monde entier. J'ai un petit peu voyagé, j'ai eu de la chance de voyager. J'ai croisé des supporters dans des endroits improbables, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis. Partout, les gens sont fans de l'OM. C'est bien, mais bon, est-ce que ça va suffire pour le retour ? C'est la grande question. Rémi, comment vous avez vu ce match hier ? Parce que malheureusement, alors ils se sont créés beaucoup d'occasions par rapport à d'autres équipes qu'on avait vues jouer dans la semaine et qui s'en étaient créées moins. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de ratés et beaucoup d'imprécisions. Des imprécisions et surtout, je peux dire aussi, cette illusion qu'on a voulu nous donner que l'Atalanta était un très très grand club. Ils arrivaient après avoir éliminé Liverpool et ça leur donnait... Ça ne veut rien dire. Tout le monde voit. Je sais bien, mais ça tout leur le monde donnait sait un peu que ce Liverpool est sur
une pente descendante. Vous n'allez pas seulement prendre un match, vous regardez le championnat, vous vous rendez compte que vous jouez contre le 6e de la Série A. Alors si... mais Marseille est 10e de la Ligue 1. 7e, je crois, 7e maintenant. 7e. Alors si vous êtes 7e de Ligue 1, et vous jouez contre le 6e, et tout le monde dit que non, vous partez comme une bouillie qu'on va tout simplement avaler. Non, ça ne va pas. Moi, je crois quand même que l'OM a manqué d'ambition, et ça fait que le réveil soit tardif, et que malheureusement, parce qu'on avait mis cette idée que Liverpool était une grande équipe, et que l'Atlanta, en réussissant à battre ce Liverpool, eh bien, Marseille ne pouvait pas résister. C'est ça qui a fait de telle sorte que les gars n'aillent pas à l'abordage. Et au-delà de ça aussi, j'ai suivi Gasset qui dit, bon, écoutez, sur le plan défensif, parce que c'est vrai, Mbemba marque, mais quand même, j'ai vu une certaine lacune défensive là. La seule explication de Gasset, c'est que, bon, écoutez, l'équipe, on a découvert l'équipe, voilà, les joueurs ont découvert qu'ils devaient jouer à 11h du matin. Mais à 11h du matin, il y a d'autres équipes, même avec Pep Guardiola ou même Ancelotti, ils donnent la composition de leur équipe à 18h, 17h, ou même au Paris Saint-Germain, c'est à 16h. Donc, ce n'est pas une excuse. Je crois qu'il a joué petit bras. En face, on a eu une équipe de l'Atalanta qui avait aussi... on a vu, par exemple, ce Nigérian qu'on avait remarqué à la CAN, Lookman. On s'est même demandé presque pourquoi il était sorti si tard du banc. Lui, il a été très dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'au retour... ça va être compliqué. Oui, alors, là, par rapport à ce que disait Marc, l'ambiance ne sera pas du tout la même à Bergame, parce que le stade est beaucoup plus petit d'abord, et en plus il est en travaux. Donc il n'y aura qu'un quart du public qu'il y avait à Marseille. Ça va sonner creux. Donc ça risque de sonner creux, et à mon avis ça ne jouera pas beaucoup sur le moral des uns ou des autres. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'Atalanta, ils ont un vécu que n'a pas l'OM. Parce qu'il faut rappeler qu'ils étaient en Ligue des Champions. Ils ont été en quart de finale contre le Paris Saint-Germain en 2020, l'année du Covid. Ils y étaient encore en phase de poule l'année d'après. Donc c'est une équipe qui, depuis que Gasperini en est l'entraîneur, je crois que ça fait 8 ans, a vraiment une identité de jeu, une façon de jouer très particulière, ce 3-4-1-2 ou parfois 2-1, enfin ça dépend, avec des attaquants souvent très puissants devant. Ils ont beaucoup de joueurs qui viennent, qui repartent, mais il y a toujours cette identité de jeu qui reste. Et Gasperini, c'est un maître tacticien. Ils l'ont prouvé en piégeant Liverpool, parce que Liverpool domine le match. Mais c'est eux, ils savent parfaitement s'adapter à l'adversaire et les contre. Donc effectivement, là, hier, l'OM avait probablement peut-être un petit peu des craintes avec l'Atalanta. Ils ont bien mouillé le maillot, mais quand on regarde les occasions, ils les ont eu, ils n'ont pas su les marquer. On ne peut pas leur reprocher de s'être impliqués. Les supporters de l'OM, ils sont de sortie. Hein. Là, c'est du OM 100%. Modou Diop nous dit finale Marseille-Leverkusen, c'est son pronostic avant les matchs retour. On achète, l'OM et Chancel Mbemba, bien sûr. On a des drapeaux RD Congo là un peu partout. Chancel, l'international congolais, sans doute le meilleur défenseur du continent, carrément, nous dit Nifrano Kissilou. Quel défenseur ultra moderne, ça c'est El Didi qui nous dit ça. Avec donc Chancel Mbemba, le buteur de l'espoir. Et buteur dans un registre inhabituel pour lui. Exactement. Il marque de la tête. La frappe est très étrange. On a l'impression qu'il rate un petit peu sa frappe, puis en fait, il va tromper le gardien. Donc il est incroyable parce qu'il a marqué dans toutes les compétitions européennes qu'il a disputées. Et lui, il a fait C1, C2, C3, C4. Donc c'est assez incroyable. Et Marc, en plus, on parlera tout à l'heure de Lucas Hernandez qui est blessé. Et là, c'est vrai que Chancel Mbemba, il le disait d'ailleurs, il avait des larmes d'émotion à la fin du match parce qu'il dit j'ai mal. Mais la blessure, j'ai réussi à surpasser la douleur et à marquer effectivement ce but magnifique. Non, mais une demi-finale qui se joue au Vélodrome, il a déjà vécu ce genre de choses, la Coupe d'Europe à Marseille. On ne peut pas le rater. Donc on a une petite douleur, on s'accroche. Si le staff vous dit médical, écoute, ça va tirer un peu, ça va te gêner. Mais l'autre jour, contre le Benfica, il s'était arrêté. Il avait lâché entre-temps. Là, si on lui dit tu tiens. En plus, Gigot était suspendu. Gigot est suspendu. Alors peut-être, ça sera peut-être les points positifs avec Merlin qui a rejoué un tout petit peu, que Gigot redéfend dans une défense à 3, mais je ne suis pas sûr que ça soit très bien. Mais les deux meilleurs joueurs ont été Chancel et Balerdi, qui ont été les deux meilleurs joueurs olympiques de Marseille. Alors Obama a pu faire la différence. Il y a ce fameux ballon qu'on va peut-être lui reprocher. Il doit la piquer, il doit la placer. À l'arrivée, il ne marque pas. Mais c'est vrai que, de toute façon,
Chancel a toujours été un moteur pour cette équipe. Quand vous voyez Chancel qui rentre sur le terrain, vous savez que c'est à la vie et la mort. Ça correspond avec Marseille, ça correspond avec les supporters. Donc, automatiquement, j'entends Rémi ce que tu dis, pas sérieux, on ne s'attend pas à ça. Liverpool, petite équipe, j'aimerais bien qu'on ait une petite équipe comme Liverpool en France, mais on ne l'aura jamais de notre vie. Peut-être que je vais mourir, on ne le verra jamais. Mais cette équipe-là, qu'on le veuille ou non, de Marseille, elle a juste du cœur. Parce que si tu prends Scamacca, l'attaquant qui joue en équipe d'Italie, qui est un joueur hyper intéressant, qui marque au bout de 20 minutes, je me dis aïe, aïe, aïe. Ils mènent déjà. Ils sont capables. Non, mais ils sont capables de faire ça parce que face à Liverpool, l'Atalanta, comment ils jouent? Ils très simple. Ils ont des temps forts de 15-20 minutes et puis ils s'arrêtent, ils attendent. Ils mettent tous derrière. Non, mais on a eu peur que ça fasse 2-0 à un moment. Hein. Ça aurait pu enchaîner juste derrière lui. Exactement. Ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont fait pareil à Liverpool. Ils savent souffrir. C'est une équipe qui n'est pas très belle à avoir joué, mais le système est en place. Il y a 3 mecs derrière. Là, tu es en train de vouloir dire à tout le monde que ce Liverpool-là, déjà, toi-même, tu connais comment est-ce qu'ils ont mal abordé leur match et qu'ils sont partis battre aussi l'Atalanta à domicile. Oui. S'ils n'avaient pas eux-mêmes, si eux-mêmes n'avaient pas sabordé un peu, sabordé il l'a dit, le Claude, match, d'ailleurs. Justement, donc c'est pour ça que je te dis. Mais l'équipe, elle avait fière allure sur la première période. T'as Van Dijk, t'as plein de joueurs. C'est juste qu'il avait fait tourner en pensant que ça pourrait faire la différence. Et ils se sont fait piéger par un système de jeu que Gasperini, il a mis en place. Et il a fait pareil au Vel. Il a mis 20 minutes, on pousse, on marque, on attend. On remet 10 minutes et la seconde période, ils ne s'attendaient pas à se faire bouger. Et là, ils se sont fait bouger parce que toute l'équipe a avancé ensemble. Chancel le premier, Balerdi. Il n'y a que Paul Lopez qui m'a un peu rendu fou avec ses ballons qui traînaient, qui faisaient des relances à 2 mètres, alors que le stade. Le gardien de l'Atalanta était pas mal non plus. Mais tu as raison. Mais si tu veux, à un moment donné, tu peux avoir que des regrets, mais tu peux pas dire que l'Atalanta, c'est une petite équipe. Sur le papier, ils sont meilleurs. À tous les postes, ils sont meilleurs. Je suis désolé, ils sont meilleurs. Non, mais s'il faut regarder les équipes meilleures sur le papier, tu n'es pas là par hasard. Je peux te dire que même le Real, l'année dernière, ne pouvait pas gagner une Ligue des Champions. On n'était pas meilleurs sur le papier. Si tu regardes les équipes qui sont meilleures sur le papier, tu ne vas pas te retrouver avec Dortmund, maintenant, qui se trouve à ce niveau-là. Mais c'est pas un accident, Dortmund. Moi, par contre, ils sont pas là par accident. Vous allez me dire, ils sont meilleurs sur le papier. Mais moi, je vais te dire que sur le papier, je peux te citer Aubameyang, cite-moi aujourd'hui en Europa League, il détient le record avec, je crois, 34 buts. Mais Rémi, hier soir, il n'a pas été assez efficace. On va dire. Il n'a pas été assez efficace. Ça aurait bien aidé l'OM. Non. Mais il était à la une de tous les magazines avant le match. Tout le monde a titré sur Aubameyang. Il faut savoir qu'il a été collectif. Il faut savoir bien sûr, Rémi. Je ne dis pas qu'il a mal joué. Non, il faut savoir aussi que Aubameyang, aujourd'hui, quand on parle d'Aubameyang, il s'est réveillé quand c'était le 30 novembre 2023. C'était contre l'Ajax, où il marque 3 buts. Aujourd'hui, Aubameyang, c'est quelqu'un qui a battu le record de Didier Drogba, il faut le souligner, avec 12 buts. On te dit pas le contraire. Donc, à une certaine période, même Papin, dans les championnats européens, il a marqué combien avec Marseille? 23, c'est le meilleur buteur. Oui, donc, mais avec Papin, l'OM était champion de France. Alors que là, l'OM est aujourd'hui 7e du championnat et pas sûr d'être européen la saison prochaine. On te fait comprendre que c'est un homme de 35 ans. Voilà un homme de 35 ans qui est en train de te dire qu'il a déjà marqué 27 fois. Même Cristiano Ronaldo, même Messi, il est face à face devant les gardiens de but. Donc, son comportement a été exemplaire et je crois que mais personne n'a dit le contraire. Et le seul problème qu'il peut y avoir, c'est qu'à côté, ça marque pas. Quand tu lui marques 27 buts, tu dis ça ne marque pas. Fini votre phrase, Rémi. Au match retour, Auba sera au top. Il sera au top et il suffira d'une petite chose comme ça, c'est fini, comme le dit un proverbe africain, et il suffit d'une petite fente pour faire couler le bateau. Et c'est comme ça que l'Atalanta va couler face à Aubameyang. Eh bien, on verra ça. En tout cas, l'OM conserve donc ses chances et ça sera jeudi prochain. Les tifosi feront peut-être entendre un peu leur voix là-bas, mais les Marseillais sont prévenus. En face, qui retrouverait-il en finale? Il semble que de l'autre côté, ça soit un peu plus avancé dans les pronostics. Le Bayer Leverkusen a mis toutes les chances de son côté. Il est allé gagner à Rome face à la Roma. Xavier, mais alors, battu 2-0, c'est pas ce qu'on a envie de retenir. D'abord, ils n'ont pas marqué en fin de match. Et ça, c'était une de leurs... après avoir été surnommé Never Kusen, c'est-à-dire jamais gagné, parce qu'ils avaient un peu la guigne ces dernières décennies. Et maintenant, c'est Later Kusen, c'est-à-dire on marque à la fin et c'est très important. Mais en tout cas, hier, ils ont poursuivi leur série d'invincibilité. 47e rencontre de la saison sans perdre. Toute compétition confondue. Toute compétition confondue. Ils peuvent encore faire le triplé, mais pour tout gagner
Et pour faire une série de 53 matchs cette saison en restant invaincus, eh bien, il leur faut gagner encore 6 matchs ou ne pas perdre. Ils ont 3 matchs de championnat, dont déjà un ce week-end. Et après des matchs à élimination. Et ils ont la demi-finale retour contre la Roma, donc à la Bayer Arena. Et puis il y aura la finale de la Coupe d'Allemagne. Et là, ils sont largement favoris puisque c'est contre le FC Kaiserslautern qui est maintenant en 3e division, je crois. Donc, Mais est-ce que c'est mission possible? Sur ce qu'ils ont montré ces dernières semaines, oui. Et on voit, ils étaient menés contre Stuttgart, ils étaient menés contre le club de l'Azerbaïdjan, là, contre Karabakh en Ligue Europa. Et à chaque fois, ils ont réussi à venir marquer dans les arrêts de jeu pour 92e, 96e. à chaque fois. Arracher des nuls ou des victoires. Donc c'est une équipe 16 fois. Ouais, c'est une équipe qui a entre la 90e et le temps. Voilà. C'est une équipe qui a 16 sur 47 matchs. Une combativité, un état d'esprit extraordinaire, mais aussi beaucoup de talent. Et on parlait d'organisation avec Gasperini. On voit d'ailleurs que Xabi Alonso a un système de jeu un peu équivalent, avec des latéraux qui montent beaucoup, une défense à 3. Avec plusieurs internationaux africains dedans. Et donc, cette formation de Leverkusen... le Burkinabé Tapsoba. Et Oucham Hicham qui nous dit Leverkusen, c'est une équipe de Ligue des Champions. Ils le sont régulièrement. Ils le sont régulièrement. Mmh. On sait que les clubs allemands en Ligue des Champions, en général, il y a le Bayern, il y a Dortmund. Ces dernières années, il y a Leipzig. Et puis la 4e place, elle se joue en général entre Leverkusen ou parfois Mönchengladbach. Ils peuvent tout gagner, là, les clubs allemands. Dortmund et le Bayern en demi-finale de C1. On peut avoir 3 clubs allemands sur 4 en Ligue Europa. Il y a aussi des clubs italiens encore qui sont là, qui sont dispo. Donc, Marc, est-ce que psychologiquement, ce record qu'on essaye de maintenir et de mener au plus loin, ça peut gêner? On se souvient, c'était l'Algérie qui tenait absolument, je crois qu'une fois qu'elle a accompli son record à elle continentale de 35 matchs, il me semble, invaincue. Ensuite, elle s'est vraiment écroulée. Est-ce que comment on travaille ça? On travaille, c'est la motivation qui leur permet. On fait 20 matchs sans défaite, 25 matchs, 30, et puis on y prend goût. 47 Et puis là, on est à 47. Sur la même saison. Mais sur une saison pleine. Donc, on essaie de se rappeler le dernier match qu'on a perdu. On s'en rappelle très bien. Quand vous êtes une équipe en bois, vous perdez tout le temps. Vous savez quand vous avez perdu. Là, c'est 47 matchs. Donc, vous dites, attendez, le dernier match, je l'ai peut-être perdu le 6 août ou le 8 août, je l'ai perdu. Donc, ça serait drôle de savoir quel est le dernier match qu'ils ont perdu. Mais après, la question que je me pose par rapport à cette équipe-là, parce qu'ils sont ingérables, ils sont injouables. C'est-à-dire que ça attaque de partout, à tout va. On est à 47 matchs, d'accord ? Ils ont joué, ils sont à quoi? Plus de 50 matchs aujourd'hui, toutes compétitions confondues. Non, là, ils sont 47, toutes compétitions. Ah non, mais depuis le début de la saison, avec la préparation. Est-ce que vous les avez Ouais. entendus une fois se plaindre? Est-ce que vous avez entendu, ah non, on est fatigué, le championnat, il faut rejouer? Mais quand on gagne, on se plaint pas. Non, ça n'a rien à voir. C'est que là, quand même. Non, nous, les Français, même quand on gagne, Paris fait que gagner, ils pleurent du matin au soir. On est d'accord, on se plaint du matin au soir. Là, ce qui me plaît, c'est que là, on se plaint pas, on joue, et en face, on a quand même le Bayern et Dortmund quand même. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire tomber 2 grosses cylindrées de leur championnat parce qu'il a fallu les battre. Il a fallu les battre en championnat. Et aujourd'hui, ils sont capables d'aller... 3-0 au Bayern. Oui, mais ils les ont roustés comme il faut. Donc, cette équipe-là, aujourd'hui, elle est pour moi... Non, mais c'est hier soir, je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont me faire la diff? Est-ce que Parce qu'en plus, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, encore une fois. Oui, mais c'était révélateur, effectivement, hier soir, parce que la Roma de Mourinho était une équipe très moyenne, celle de De Rossi devient une équipe plus intéressante. Exactement. D'ailleurs, ils sont 5e du championnat d'Italie, et la 5e place sera qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Et cette Roma régénérée par Daniele De Rossi, elle n'a pas résisté au Bayern. Dans un urgent, Mohamed Sogar nous dit Leverkusen subira sa première défaite contre le Real de Madrid en Supercoupe d'Europe. Ah oui, mais ça sera déjà plus la même saison parce que ça glisse sur la saison d'après. C'est juillet prochain. J'ai mis un petit mot sur le Bayer Leverkusen. Petite équipe ou pas alors? Non, mais parce que là, si tu me dis que Liverpool une petite équipe, on fait comment? Ils ont un grand entraîneur. Pourquoi? Parce que je dois dire que ils sont en train de vouloir battre un record. Il a joué au Real Madrid, c'est un record. dire. Le record est détenu pour l'instant par Benfica. Mais ça date de 63-65. De décembre 63 à 65, Benfica a fait 48 matchs sans défaite. Ah, moi, j'ai d'autres stats, Rémi. Je vais vous les donner après. Bon, et maintenant... Un petit peu plus, je crois. Et maintenant, je crois qu'il y a autre chose, c'est que aujourd'hui, quand vous voyez Xavi, il vient aussi d'une maison qui ne perd pas. C'est-à-dire, quand il devient entraîneur, il commence avec le Real U13. Il va faire une saison sans défaite. Et il finit premier de sa poule. Nous sommes en 2018. En 2019, il monte justement
dans ce qu'on appelle l'honneur. Voilà. Ah oui, là-bas, voilà. avec l'équipe. Et voilà. Il finit aussi champion. C'est là où il repart à la Real Sociedad. Et là, depuis qu'il a pris, il faut quand même regarder comment est-ce qu'il est allé, parce que il prend l'équipe le 8 octobre pour la sauver de la relégation. Pour sauver l'équipe. Et premier match, 4-0 face à Schalke 04. Et il finit d'ailleurs 6e en championnat et finit par avoir même à décrocher peut-être la demi-finale de la Ligue Europa. Donc cette saison, moi je m'attendais à ce que ça marche très bien. Et il est en train d'évoluer. Bravo Chadi. Rodrigue Njia, Rémi, donne-nous un proverbe, ça fera du bien. Bon, Rémi, je le laisse, je le laisse chercher. Vous savez qu'il y a un peu de FC Nantes dans la façon de faire jouer de Xabi Alonso, puisqu'il a eu Reynald Denouex comme entraîneur à la Real Sociedad. Ils avaient fait une sacrée série. Ils avaient failli être champions d'Espagne. Moi, j'ai noté 32 matchs sans défaite. Oui, mais ça, c'était... Non, mais Denouex a été entraîneur de la Real Sociedad avec Xabi Alonso. Et donc, il s'est aussi inspiré, ça a été un de ses entraîneurs dont il s'est inspiré. Il y a d'autres records notables qu'on a repérés, nous. Une série pour le Bayern Munich de 53 matchs sans perdre. Mais c'était sur 2 saisons, 2012-2014. Arsenal en a fait 49 sur une seule saison. C'était 2003-2004, la fameuse année des Invincibles. Le Milan AC, 58, mais lui, c'était sur 2 saisons aussi, 91-93. Nous, on a trouvé le plus, Rémi, la plus grande série. Mais alors, il y a un contexte, vous l'avez sauvé. Le Skonto de Riga, non ? Le Steaua Bucarest. Ah, ouais. Bucaresti. 104 matchs sans défaite entre 1986 et 1989. Mais c'est-à-dire que c'était quand même le club de Bucarest. Ils sont champions d'Europe au passage. Et à l'époque de Ceausescu. Non, mais il faut rappeler quand même qu'ils avaient gagné la Coupe d'Europe. Oui, ça, ils ont été champions d'Europe au tir au but avec, contre Barcelone, Helmut Dukodam en 1986. Et ils vont en finale contre le Milan en 1989. Donc effectivement, ça a été 3 années où ils étaient une des meilleures équipes d'Europe. Allez, on continue parce qu'il y avait la Ligue Europa, mais il y avait aussi la Ligue des Champions. Aura-t-on donc une finale 100% allemande? Pourquoi pas? On verra. Mais le match aller à Munich a-t-il donné tous les indices en ce sens? On a vu le Real Madrid dominer son sujet et arracher un match nul 2-2 en Bavière et au prix d'un débat épique dont nous avons déjà beaucoup parlé. Le retour sera à la maison dans le magnifique stade du Santiago Bernabéu, cette espèce de soucoupe volante au milieu de Madrid. Un clin d'œil, Rémi, pour tous ceux qui aiment le Real, mais aussi pour vous. Regardez. Hi guys, yes, Antonio Rudiger. Please follow my bros videos. Antonio Rudiger qui dit Hala Madrid et qui a adressé ce message à RFI à travers notre ami, son ami à lui, aussi Ibrahima Traoré, qui a joué avec lui à l'époque. C'était du temps de Stuttgart. Merci beaucoup Ibou pour ce cadeau. En tout cas, le Real de Madrid, Rémi, il a ça dans son ADN, on le sait, c'est le club qui a le plus gagné en Europe. Est-ce que c'est le grand favori pour vous pour une 15e coupe? Le Real Madrid, honnêtement. Le Real peut être favori, surtout que ça se joue à la maison et que l'élimination du Real par Bayern, je crois que c'est quand Vinicius était encore à l'école primaire en 6e. Je crois que l'élimination du... Il y a la 6e au Brésil. Voilà, c'est quand Carvajal était encore à Leverkusen. Je crois que Benzema avait 19 ans. Donc depuis un certain temps, le Real réussit toujours à éliminer le Bayern. Et puis il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, quand on essaie de regarder ce qui s'est passé, eh bien, c'est vrai que nous avons une difficulté avec Tourelle. Tourelle a souvent créé des problèmes au Real Madrid. Parce que quand on essaie de voir, le Tourelle n'a perdu qu'un seul match contre Real Madrid. Mais c'était contre qui? C'était contre Ancelotti. Et voilà le même Ancelotti. C'est-à-dire qu'en 9 matchs, la défaite qu'il a eue, c'était avec Ancelotti. Et Ancelotti, par contre, n'a jamais été battu par le Bayern en 9 matchs. Pour moi, logiquement, encore une fois, comme je consulte souvent les astres, je vois la Maison Blanche aller tout simplement prendre la 15e coupe aux grandes oreilles. Xavier Barré, tu peux te suicider, mais c'est pas mon problème. Si toi tu as accepté de prendre... C'est que c'est pas, Xavier, est-ce que le Bayern peut aller gagner à Madrid? Le Bayern l'a déjà fait, parce que si je prends les 5 dernières confrontations entre le Real et le Bayern, en 2006-2007 en 8e de finale, le Bayern
élimine le Real Madrid en s'imposant 2-1 et 3-2, il gagne les 2 matchs. 2-1 au match retour après avoir perdu 3-2, donc il passe à l'aller. Je jouais encore au foot à l'époque. En 2011-2012, ils se qualifient de façon avec une magnifique renversement de situation. Ils avaient perdu le match aller. Là, je joue au beach et ils soccer. gagnent 2-1 et ils qualifient. Ça arrive aussi que le Bayern élimine le Real Madrid, même si effectivement la dernière confrontation. Mais ce qui va être décisif encore une fois, il nous rappelle les trucs de 2012. C'est exactement ce que tu as fait. Ce qui va être décisif, encore une fois, et surtout le Bayern est prévenu, c'est l'arbitrage. Parce que l'arbitrage à Madrid, je vous rappelle, en 2016-2017, au match aller, Javi Martinez exclu alors qu'il n'y avait pas matière à carton rouge. Au match retour, Vidal exclu et 2 buts hors jeu de Cristiano Ronaldo. Donc je peux vous dire que le Bayern est prévenu et un Bayern prévenu en vaut 2. Il est quand même en train de devenir un sacré spécialiste de la Ligue des Champions parce que on a décrié, là on parlait de Leverkusen, le Bayern qui s'est écroulé en Bundesliga. Mais Tuchel, il nous a fait une finale avec Paris, il la gagne avec Chelsea. Et là, il est encore aux portes de la finale, dans une saison compliquée, certes, c'est sûr. Mais il a réussi à les mener à 90 minutes de la finale. Il a même déclaré aujourd'hui ou hier que s'il fallait, il resterait sur le banc du Bayern, parce que le Bayern a du mal à trouver un nouvel entraîneur. Exactement. Il aimerait bien. Ils ont plus que leur chance à Bernabéu, à mon avis. Quand on a vu ce match entre City et le Real, ce qu'ont été capables de donner ces deux équipes, c'est le gagnant pour moi et le futur vainqueur. C'est-à-dire que ce qu'a été capable de faire Jude Bellingham, ce qu'a été capable de faire Vinicius, tous ces joueurs-là qui pendant 120 minutes sur un match retour se sont donnés, et les joueurs de City, ça a été la même chose. Ils se sont battus, ils se sont arrachés. Donc de ce fait, aujourd'hui, je vois pas comment le Real ne peut pas aller au bout. Parce que c'est vrai que c'est moins flambant, c'est moins beau. Mais par contre, qu'est-ce que c'est efficace ? Qu'est-ce qu'ils savent vous faire mal ? Ils savent subir le gardien de but. Parce qu'en fait, Rémi le sait, ce qu'ils ont vécu toute la saison entre les blessés, les accidents, les problèmes, il n'y a plus de joueurs, le Benzema. Oh, ils sont passés devant tout le monde. Incroyable. On avait dit, je pense qu'en novembre-décembre, certains disaient, non, ils sont finis, on ne les verra plus. Mais la 15e, elle est pour eux. Je ne sais pas comment, qui peut les arrêter, qui peut les stopper, parce qu'ils sont c'est tellement facile, et c'est dans l'ADN du club. Jude Bellingham, qui est un joueur de côté, qui rentre et qui met, combien Rémi aujourd'hui, 22, 23 buts, il a mis Bellingham déjà Il a 21 buts. Voilà. Et puis, pour la première saison, un joueur de côté. 21 buts. 10 passes décisives, Vinicius, 21 buts, 11 passes décisives. C'est un exemple que cette équipe-là aujourd'hui, ils sont inarrêtables. Donc je vois pas le Bayern, ok, saison compliquée, mais je vois pas le Bayern trébucher. Et alors en face, qui pourrait-il y avoir ? Le Paris Saint-Germain jouera ce match retour au Parc des Princes. C'est pas très loin d'ici. Et sa qualification, donc, une deuxième chance pour une deuxième finale. Mais les Parisiens sont rentrés de Dortmund battus. 1-0, et ce n'est pas énorme, certes, un but de retard en même temps. Xavier Barré, l'équipe a laissé quand même pas mal d'observateurs perplexes, et on se demande si Paris peut devenir ou redevenir magique sur sa pelouse. Non, ils avaient déjà battu le Borussia Dortmund en début de saison, en phase de poule. Oui, 2-0. Mais difficilement, après le match retour avait été compliqué. Mais je pense que le PSG... Mais là, ils se sont fait battre. C'est-à-dire, ils gagnent le premier, ils font nul le deuxième, et ils perdent le troisième. Donc le quatrième. Le PSG est normalement plus fort que Dortmund, mais pour ça, il faut qu'ils jouent au moins à 100%. Or, on a ce sentiment qu'ils n'étaient pas impliqués à 100%. Quand vous voyez que la différence de course entre les deux équipes, c'est pratiquement 10 km collectivement. C'est 10 bornes. 10 bornes, ouais. 120 km courus par les 11 joueurs du Borussia Dortmund, 110 par ceux du PSG. Mais c'est pas possible à ce niveau-là. Le PSG avait gagné le match de face au Barça sans courir plus que le Barça. Continuons. Oui, mais là, on a vu l'implication des joueurs du Borussia Dortmund qui, effectivement, se sont aussi créés des occasions, mais en ont manqué également. Et on voit qu'ils ont été impressionnants dans l'implication, effectivement. Et le PSG en face n'a pas eu ce même impact. Donc je pense que c'est là, dans la détermination, que va se faire la différence. Marc, ils ont manqué d'impact ?
Non, ils n'ont pas manqué d'impact. Mais depuis le début de la saison de leur campagne européenne, à quel moment, sauf le retour au Barça, où là, Paris a montré un vrai visage d'une équipe européenne. Sauf qu'ils étaient à 11. Ils n'avaient pas le choix, ils avaient perdu on le est match aller. d'accord. C'était Voilà, ils étaient à 11, ils le n'avaient Paris pas a le choix. réaction. Alors voilà, ils étaient à 11 contre 10, mais c'est le seul match où on a pu voir Paris, pour moi, à ce niveau européen. Autrement, que ça soit Newcastle, que ça soit l'AC Milan, que ça soit... Ils se sont fait bouger chaque fois, et chaque fois, ça passe sur un exploit individuel. On n'était pas loin qu'Mbappé qui a marché tout le match, qui c'est sûrement lui, il est 10 bornes. Je te rassure. Non, mais il met le poteau. C'est fini. On dit un partout, on crie au génie. Donc, à un moment donné, il y a des choses que je ne comprends pas. L'entraîneur est un génie. Depuis Barcelone, qui les ont battus à 10, ah non, mais c'est un génie. Mais Ramos, qui est le meilleur joueur depuis 2-3 mois quand il sort du banc, Oui, je suis Ramos, assez d'accord, hein. pourquoi il joue pas? Pourquoi c'est Colomboigny qui rentre? Ils l'ont détruit, Colomboigny. Mais ils sont habitués, chaque année, il y a un attaquant qui vient, qui est une valeur sûre, ils le détruisent. Ils l'ont fait avec Colomboigny, il faudra qu'il parte. Depuis Pourquoi Ramos 2-3 démarre mois, pas? Gonzalo Ramos, il marque Mais à tu chaque fois verras qu'il qu'au entre sur parc, le ils sont terrain. capables de gagner 2 ou 3-0 parce que Après Luis Enrique, il a aligné l'équipe qui avait gagné à Barcelone. Donc, non, mais à un c'est moment donné, il difficile faut de arrêter lui... les bêtises avec Luis Enrique, c'est bien sympa. C'est difficile de lui reprocher d'avoir aligné l'équipe qui avait gagné à Barcelone. Oui, mais alors qu'on lui avait reproché de ne pas avoir aligné cette équipe-là au match aller contre Barça. À la mi-temps, tu changes à la mi-temps. Tu vois il que ça a ne fonctionne changé pas. le dispositif tactique. Il a dû déjà changer parce que Lucas Hernandez était blessé, donc il a déjà fait un changement obligé en première période. Après, il a fait un réajustement tactique. Il y a des occasions, il les marque pas, Rémi effectivement. Et c'est là où le Il faut PSG savoir a que manqué. ce n'est pas seulement cette saison dont il faut parler. C'est que je crois que le positionnement de Mbappé, je commence à avoir des doutes au Real qu'il soit véritablement en avant-centre. C'est le positionnement de Mbappé qui il aime gêne. pas, d'ailleurs. Voilà, donc, et quand Mbappé ne peut pas prendre de la vitesse, quand il ne peut pas prendre de la profondeur, il n'existe pas. Et la preuve, c'est que le Paris Saint-Germain, depuis 2020, n'a pas gagné un match de Ligue des Champions sans l'implication de Mbappé. Soit c'est le but, soit c'est la page décisive. Donc, aujourd'hui, Mbappé a beaucoup manqué. Oui. Et le Paris Saint-Germain a un problème. Ce n'est pas en attaque. Parce qu'ils ont beaucoup d'attaquants. Ils ont plutôt un problème derrière, au niveau de la défense. Parce que j'ai vu quand même Jason. Vous vous rendez compte qui a réussi 12 dribbles. C'est-à-dire que Sancho, il a réussi 12 dribbles, c'est-à-dire plus que toute l'équipe du Paris Saint-Germain, plus que toute sa carrière à Manchester United. Donc derrière, il faut faire très attention avec ces gars qui sont percutants, comme malheureusement le dit un proverbe africain, un arbre avec beaucoup plus de branches que de racines finit par être renversé par le vent. Nos amis. Nos auditeurs, ils sont inquiets comme Archiduc. Dortmund est une équipe imprévisible qui pourra nous surprendre au Parc des Princes. Bailo, il est au Sénégal. Mbappé, c'est le moment ou jamais de te réveiller et de s'afficher comme un bon leader. On continue. On va parler justement d'un des défenseurs qui fait défaut au PSG. Après ma dernière sélection à la Coupe du Monde où je me suis blessé, revenir en équipe de France, c'est toujours une fierté. Le sort s'acharne sur Lucas Hernandez, le défenseur central des Parisiens, qui avait donc bien commencé son match face à Dortmund et qui est sorti juste après le but de Füllkrug. Le genou de Lucas Hernandez était blessé. Et on a sûrement tous eu dans la tête ce qui s'était passé au Qatar à la Coupe du Monde, où déjà au premier match contre l'Australie, il se blesse, il sort. Ce sont les ligaments croisés du genou. Et là, c'est le même genou. Il doit être opéré. Ça va durer 8 mois. Il a dit « je reviendrai plus fort ». C'est terrible pour un joueur d'être autant blessé au genou, Marc. Après, ça devient malheureusement on se dit une pour malédiction, non? Enfin, quand on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Non, mais il a une faiblesse au niveau des genoux. Les deux Oui, les deux maintenant. Donc ça va être compliqué parce qu'il est quand même... Quel âge il a exactement? 28 ans. 28 ans, c'est là où tu dois te révéler, tu dois t'éclater. Ça va être compliqué pour lui. Après, c'est l'opération, comment ça peut... Parce qu'il avait vécu plusieurs déchirures au niveau du ménisque, le ligament, tout tourne autour des genoux. Donc il a cette fragilité qui aujourd'hui va être embêtante pour lui et pour les clubs qui l'ont recruté et qui le recruteront parce que on est obligé de penser à ça parce qu'il y a de nombreuses blessures qui malheureusement l'impactent. Et là, il rate un événement important. Ce qui est fou, c'est que... il court après Füllkrug, il veut le rattraper et c'est là que ça lâche. C'est pas sur une torsion, c'est pas sur un tac, c'est pas sur une agression. C'est lui qui court et ça lâche. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Vous êtes attaquant, on vous chavire, on vous prend un tacle, on vous tord le genou. Là, lui, il court et il revient. Et c'est quand il perd le dernier appui que là, ça va lâcher.
On aura l'occasion de reparler de Lucas Hernandez. Il ne sera évidemment, et c'est déjà dit d'ailleurs, pas convoqué à moins d'un miracle, par Didier Deschamps. C'est un leader dans le groupe aussi, pas que sur le terrain. Que ce soit dans le vestiaire du PSG ou en équipe de France. Champion du pour monde. Didier Deschamps. 2018. Champion du monde 2018. Il y aura son frère normalement, Théo, mais il n'y aura pas les deux. Mais c'est pas la même grinta quand même entre les deux frères, même s'ils sont tous les deux évidemment internationaux. Pourquoi ne pas de prendre grands Saliba? William Saliba, je vois que 1m93, je vois ce les portes d'un sourire, bien sûr, les portes d'un sourire, tu le sais. Bien sûr, j'aurais voulu juste vous demander, chers amis et messieurs, puisque vous faites en plus partie du jury du prix Marc-Vivien Fauet. Rémi, le trio qui est sorti finaliste des 11 et parmi lesquels se trouvera le vainqueur, est-ce que c'est un trio qui vous satisfait entre Pierre-Emerick Aubameyang, Nabil Bentaleb et Achraf Hakimi? Deux vont au-dessus de l'eau pour moi. Je les avais d'ailleurs choisis. C'est satisfaisant, mais moi, j'avais déjà choisi et je crois que je vais voir comment est-ce que Aubameyang, à 35 ans, va remporter ce trophée pour la deuxième fois. Voilà. Et c'est comme ça, il fait une saison extraordinaire. Oh oui, mais c'est Aubameyang aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait sa place au Real? Non, à 35 ans même. Il est passé par le Barça, alors c'est pas possible. Non, il faut être Modric pour avoir sa place, ou Toni Kroos au Real à cet âge-là. Il n'a pas cet âge-là. Déjà, même dans sa verte jeunesse, il ne pouvait pas avoir sa place. Donc aujourd'hui, je trouve que le fait qu'il ait été beaucoup critiqué en début de saison, mais qu'il ait su se régénérer, se ressourcer et surtout apporter de la dynamique, je trouve que c'est exceptionnel. Il faut toujours juger quelque chose par la fin et non par le début. Et il me rappelle un peu un Jean-Pierre Papin qu'on disait je n'en peux pas quand il est venu et finalement il est devenu une légende de Marseille. Je vais faire plus court que Rémi Ngono. Moi je vais juste te dire que j'ai voté Hakimi parce que le PSG n'a jamais eu ce prix Marc-Vivien Fauet qui est attribué au meilleur joueur de Ligue 1. Le PSG est champion de France 2 années sur 3 ou 3 années sur 4 depuis maintenant. Il aura peut-être, il est dans le trio. Et j'espère donc que Achraf Hakimi sera... meilleur joueur africain de Ligue 1 et le PSG souvent a plus de Sud-Américains. Oui, mais ils ont un très bon latéral africain international avec le Maroc qui marque des buts. Il est dans le trio. Donc j'espère que ce sera lui qui sera lauréat. Marc va nous parler de... non, mais moi j'en ai 2 sur 3 aussi, ce soit Hakimi, et je vais aller un peu dans ton sens, et malheureusement, tu as dit, la saison d'Aubameyang, elle a démarré face à l'Ajax, et l'Ajax c'était 3 mois après. Et c'était Hakimi, en Ligue Europa, pas en Ligue 1. C'était en Ligue Europa. Et peut-être. Ça a démarré quand même. Non, mais peut-être que Hakimi a été plus complet sur l'ensemble de la saison. Maintenant, on va voir. Moi, j'aimerais bien que ça soit un Marseillais. J'aime bien les Marseillais, vous le savez. Juste comme ça, au passage. Frédéric. Moi je ne dis rien, je ne veux pas influencer. Attention à ce que tu vas dire. Les jeux ne soient pas encore faits. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, nos auditeurs ont beaucoup réagi. Lille, Marseille ou Paris, on verra bien. Ouais, exactement. Voire de Lille, parce que Lille a souvent aussi offert des vainqueurs. On se souvient d'Osimhen, de Nicolas Pepe. Il y en a eu de nombreux. Sofiane Bouffal aussi, si je ne me trompe pas. Allez, on continue. On va tout de suite vers les cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons sélectionnés par Saralou Bakouche. Malheureusement, il n'y a pas de filles cette fois. Coucou RFI, salut la team. Moi c'est Patrick depuis la ville de Cologne en Allemagne. J'adresse un carton vert à l'arbitrage. Pendant cette semaine de compétition européenne, particulièrement à M. Clément Turpin, l'arbitre français du match Bayern contre Real. Il a fait un sans faute, décision juste. Il a tenu la partie comme un maître. Vraiment, tous ces arbitres qu'on critique tout le temps, quand ils font du bon travail, il faut aussi le reconnaître et l'encourager. Carton vert. Bonjour Radio Foot International, mon nom est Tira Vambele et Nilka depuis en Haïti. Mon carton, elle est jaune à Kylian Mbappé pour ses pires prestations en phase finale de la Ligue des Champions cette saison. Depuis son annonce au Real de Madrid, ce n'est pas les clients que nous avons vus durant les 3 dernières années en phase finale de la Champions League. J'aime Paris. Ciao, ciao, ciao. Bonjour Café des Sports, c'est Jordan Kadanda depuis Kinshasa. Mon carton il est vert pour la direction sportive du FC Barcelone qui a réussi à convaincre Xavi de rester au club. Parce que c'est un bon coach qui, lors de sa première saison en Europe, il a réussi à rapporter un titre avec les Barcelone. Ici c'est Garo Rodolfo depuis USA. Je donne un carton vert à Rémi Ngono
d'avoir prophétisé sur le Real. Tout ce qu'il dit sur le Real, ça passe. Actuellement, Javier Barré, il souffre tellement. Radio Foot International, bonjour. Moi, c'est Bekayba. Je vous suis depuis le Sénégal. Et je vais adresser aujourd'hui un carton vert à Xabi Alonso. Après 47 matchs, son équipe reste invincible depuis le début de la saison. En Europe, aussi bien en Allemagne. Et je pense que ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est Boubacarri depuis Cameroun dans la ville de Maroua. Mon carton cette semaine, il est vert. Je l'adresse à un joueur extraordinaire, Vini Junior. Mais quel joueur! Le mec, il a été décisif 31 fois en Ligue des Champions sur les 3 dernières années. Personne n'a fait mieux. Quel joueur! Carton vert à toi, Vini. Gracias. À la Madrid. Je suis Plamedi Kipamboudi depuis la RDC dans la ville de Kinshasa. Mon carton aujourd'hui, il est vert. C'est à Chancel Mbemba Mangoulou, qu'on appelle affectueusement Boulot Palais pour son somptueux but face à la Talata hier. Ne nous déçois pas, attention Paris, ne nous déçois pas. Voilà, ce destin soit dit depuis le Congo-Brazzaville. Je donne un carton jaune à l'équipe du Paris Saint-Germain qui n'a pas pu s'imposer devant une équipe aussi de Dortmund maladroite qu'elle était, mais j'ai l'espoir que Paris va se qualifier et ça sera Paris contre Real Madrid. Je suis aide courrier franco-nigérian, fan grave de Radio Foot International, anciennement au Nigeria, mais qui vous suit désormais depuis les fins fonds du Canada. Carton vert pour un bon rétablissement à Lucas Hernandez, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher le but contre le PSG. Salut Radio Foot International, moi c'est Ousmane Domiré, burkinabé résident aux États-Unis. Mon carton, alors il est vert, vous savez adressé à qui? Alejandro Valente, et El Refe. Ti amo, te quiero, juste une pensée. Radio Foot, padam padam padam. Radio Foot, padam padam padam. L'émission qu'on attend tous s'appelle Radio Foot. C'est un job Benjamin depuis Douala, Cameroun. Mon carton il est vert, comme vous avez compris, vert à Radio Foot, l'émission qu'on attend tous. Les gars, vous nous mettez la joie au cœur. Annie Gasnier, la patronne, avec ses invités de grande marque, Rémi Ngono, Benjamin Mukanjo, Xavier, supporter de Barça nul. On vous aime. Ciao, ciao. Comment on ne peut pas aimer tout le carton de nos auditeurs et tous ces gens qui imaginent qu'ils sont inventifs. Il y en a qui souffrent dans l'émission. Ouais. Chacun son tour. Chacun son tour. C'est fou ça. En tout cas, bravo à celui qui nous écoute au fin fond du Canada. Je prends la main. Parce que je voulais que le carton de Radio Foot soit bien écouté. Et c'est un énorme carton vert au courage des supporters de Téhéran dans le stade Azadi qui, pour voir le match Persépolis-Ses-Parents, chantait le nom de Toumaj Salehi, ce rappeur qui est condamné à mort, dissident du régime des Mollahs. Espérons que tous les appels aboutissent à la clémence et qu'il ne soit pas condamné à la peine capitale. C'était très courageux de ses supporters. Allez, on continue. À qui le tour? Marc Libra. Carton vert pour Tony Kroos, qui par cette passe, on part souvent des passes, des stats par rapport aux passes décisives, mais cette passe-là, pour le premier but par rapport à Vinicius, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est la passe de rêve, quand on est dans le canapé, je regarde, je me lève, je dis c'est pas possible de faire ce... C'est-à-dire qu'en une passe, il brise 2 lignes, et tout le monde il cherche, oh mais il est où le ballon? Et Vinicius a fait l'appel parfait, mais par contre, ça vient de Kroos qui va lui mettre le ballon parfaitement, et vous avez vu, il met le pied droit et ça va au fond. Donc ça, c'est la grande classe, surtout à l'âge qu'il a. Xavier? Oui, vert au Stade Brestois, qualifié pour la première fois de son histoire pour une coupe européenne. Oui, on ne sait pas encore laquelle. Ce sera peut-être la Ligue des Champions. Moi qui ai vécu à Brest, qui ai vu Roberto Cabañas, Julio César, José Luis Brown, champion du monde avec Maradona, avec l'Argentine en 1986, qui a joué au Stade Brestois, David Ginola, Vincent Guérin, on peut en citer plein. Ils n'ont jamais réussi à amener Brest en Coupe d'Europe. Cette fois-ci, avec des joueurs peu connus, Éric Roy a réussi un travail formidable. Bravo à eux. Rémi. Carton vert à Cristiano Ronaldo, dont certains disaient ici que non seulement il est fini vieillot, et qu'il est surtout
avare. Enfin, et on a pu constater que non seulement il est en train de battre les records, il est déjà à 13 buts seulement pour atteindre 900, mais là, il a réalisé un doublé et il obtient un penalty. Au lieu de tirer, il prend la balle. Il donne à qui? À Sadio Mané. Et Sadio Mané réussit à... Cristiano brille partout, comme le dit un proverbe africain. Les aboiements des chiens n'empêchent pas la lune de briller. Frédéric, je suis désolé. Vous Il n'avez était pas le vert temps. pour le tout-puissant Mazembe et Lupopo qui ont enfin pu jouer un derby à domicile à Lubumbashi. À Lubumbashi. Et c'était très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Vite, c'est le week-end. Il faut commencer. Bon week-end à tous. Merci messieurs. À la semaine prochaine.